Avant toute chose, je voudrais évoquer avec vous, faire un survol du sujet, même si Teresa a défini les notions. Qu'est-ce qu'une voiture autonome? Je vais concentrer mon sujet sur le véhicule autonome. La voiture autonome, c'est, Teresa l'a dit, le véhicule qui peut se passer d'un chauffeur dans la définition la plus simple que l'on peut avoir. Encore faut-il préciser de quel type de véhicule autonome on va parler. Je vais parler du véhicule autonome civil parce que vous avez évoqué les drones, mais il y a également la question dont on ne parle pas trop, mais qui est une question importante sur laquelle il y a beaucoup de recherche et de développement, c'est le véhicule autonome militaire qui va devoir intégrer un certain nombre de règles de droit différentes, les différentes conventions de Genève, etc., sur le droit de la guerre. Le véhicule autonome, Teresa l'a évoqué également en soulignant l'existence d'un standard international qui en réalité a été inventé par la National Highway Traffic Safety Administration, c'est-à-dire le classement entre 0 et 5, la catégorie entre 0 et 5. On a des véhicules autonomes, des voitures autonomes qui sont classées 0, c'est-à-dire des voitures qui sont semi-autonomes en réalité avec des assistances par exemple pour faire des créneaux, etc. À 5, la catégorie 5, c'est la voiture qui est totalement autonome pour laquelle on n'a pas besoin de chauffeur et les passagers rentrent et on peut faire le trajet tranquillement sans avoir à se préoccuper une seule seconde de la route. Alors, c'est un sujet dont on commence à parler, on en parle beaucoup, y compris en France où on est toujours un petit peu à la traîne sur ces questions de numérique. L'actualité du sujet de la voiture autonome, envisagée sous le prisme du droit, c'est d'abord des textes en France qui existent, dont on a assez peu parlé. Une ordonnance de 2016, du 3 août 2016, qui elle-même prend racine dans une loi de 2015, qui permet l'expérimentation des véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques. Ça veut dire que les pouvoirs publics français ont pris les choses en main pour lancer l'expérimentation des véhicules autonomes sur les routes françaises. Évidemment, aujourd'hui, en droit positif, dans la réglementation actuelle, il n'est pas possible d'avoir recours à des véhicules totalement autonomes. On est encore dans un cadre d'expérimentation. Et c'est un petit peu d'ailleurs le même schéma finalement que l'industrie pharmaceutique. Le texte prévoit qu'il faut une autorisation du ministère des Transports, une autorisation administrative, avant de pouvoir mettre sur le marché, avant de pouvoir utiliser des véhicules autonomes. Donc ça vous montre qu'on est dans un secteur qui est largement administré, un secteur surveillé, et on voit transparaître l'idée d'une certaine méfiance pour l'instant pour cette industrie dont on a vu, on a quelques exemples récents aux États-Unis. On sait que c'est une technologie qui, pour l'instant, n'est pas encore totalement maîtrisée, ce qui peut paraître paradoxal finalement quand on regarde le véhicule classique qui cause un très grand nombre d'accidents sur les routes. Mais enfin, ce sont des erreurs humaines. On est quand même méfiant vis-à-vis des véhicules autonomes parce qu'on a eu un certain nombre, dans l'actualité récente, d'accidents qui ont eu lieu impliquant ces véhicules autonomes et qui ont fait les gros titres de la presse. En mai 2016, l'affaire Joshua Brown, aux États-Unis, en Floride, un conducteur qui utilisait un véhicule Tesla, utilisant la technologie de l'assistance, quand la voiture a croisé un tracteur de couleur blanche, les capteurs du véhicule Tesla n'ont pas, du fait de la réflexion de la couleur blanche du tracteur, n'ont pas repéré le tracteur. La voiture est rentrée dans le tracteur. Joshua Brown était assez peu attentif puisqu'il regardait un DVD de Harry Potter dont il était fan. Il est mort sur le coup, je crois. Et puis un petit peu plus tard, en mars 2018, donc tout récemment, on a eu un accident avec un véhicule test de Uber en Arizona, une piétonne qui a été écrasée par un véhicule utilisé par Uber, puisque Uber veut être leader sur le marché des véhicules autonomes. Alors, donc ces questions d'actualité soulèvent un certain nombre de problèmes juridiques qu'il convient d'évoquer, mais avant cela, il faut insister sur le paramètre économique, sur le marché des véhicules autonomes. Teresa a commencé un petit peu à esquisser la question. On est ici dans un secteur qui est en pleine expansion. Il y aurait actuellement, selon un certain nombre d'organismes indépendants, 2 millions de véhicules semi-autonomes, donc pas totalement autonomes, mais des véhicules qui oscillent dans la catégorie entre 0 et 5 que l'on a évoqué.
entre l'assistance, la simple assistance au créneau ou la possibilité de pouvoir réguler sa vitesse, on est dans la catégorie déjà des véhicules autonomes. C'est un marché, donc je le disais, en pleine expansion, puisque vous avez à peu près tous les géants du secteur qui sont en train de réfléchir à l'avenir et au développement de ces technologies des véhicules autonomes allant de 4 à 5, c'est-à-dire véritablement sans chauffeur. C'est un secteur qui bouge beaucoup puisqu'on assiste au plan économique à un certain nombre de rapprochements de grandes entités, de grandes entreprises. Waymo, la filiale de Alphabet, de Google, qui s'est rapprochée de l'entreprise Lyft, qui est le principal concurrent de Uber. De l'autre côté, on a une start-up de véhicules autonomes, l'entreprise Auto, qui a été rachetée par Uber. Donc on est dans un secteur où on voit que les grands géants de l'industrie et du numérique sont en train de se positionner sur la question par l'opération, par le biais de concentration, par le biais de rachat d'entreprises. Et pourquoi ? Parce qu'on est dans un secteur sur lequel les prévisions sont très enthousiastes. Différents instituts nous promettent une explosion du marché des véhicules autonomes. En 2020, on prévoit 10 millions de véhicules autonomes sur les routes, de véhicules totalement autonomes, avec une croissance de 134% en quelques années. Donc c'est un marché qui intéresse évidemment les industriels, c'est un marché en mutation, puisque ce ne seront pas nécessairement les constructeurs habituels qui remporteront le plus de parts de marché. On a vu donc que Google et Uber se positionnent très largement sur le secteur. Donc il y a un certain nombre de questions juridiques importantes qui sont soulevées par le sujet. Je passerai très rapidement sur un certain nombre que ma collègue vient d'évoquer. On a évidemment sur le sujet la question de la responsabilité des accidents, qui est responsable dans le cadre d'un accident de véhicule autonome, totalement autonome. On y reviendra dans quelques minutes. Mais on a aussi également des questions auxquelles on ne songe pas immédiatement, des questions de droit des contrats. On nous explique que les premières voitures autonomes vont être extrêmement chères et que le seul moyen d'accéder au service, ce sera par la location ou en utilisant les services d'Uber. Donc il y aura des questions de contrat de transport. On va avoir aussi des questions évidemment d'assurance qui vont être modifiées par la voiture autonome, si c'est une activité plus ou moins risquée à ses débuts. On va avoir des questions de pool de contrats, puisque on se rend compte avec les fusions par exemple de Waymo et de Lyft qu'on a affaire à des entreprises qui sont des concentrés de technologie, avec différents secteurs de l'industrie qui se réunissent, et donc finalement un petit peu comme des questions de smartphone, des questions de pool de contrats. On va avoir aussi sans doute des questions de normalisation, un petit peu à l'instar de ce qu'on observe avec les normes FRAND. On va avoir des questions évidemment de droit de la concurrence, parce que ce qui va différencier sur le marché un véhicule autonome efficace, c'est le véhicule autonome, pas celui qui roulera vite ou qui ce sera le plus sécurisé, finalement celui qui aura le meilleur système d'opération, un petit peu encore une fois comme en matière de PC, c'est-à-dire quel sera le modèle qui aura le logiciel chef d'orchestre le plus performant, le plus efficace, le plus rapide, le plus sécurisé. Si une entreprise développe un système d'opération performant et le protège avec ses droits de propriété intellectuelle, on aura comme en matière, si on fait l'analogie avec Microsoft ou Apple, on aura forcément des situations dans lesquelles on aura des entreprises qui seront leaders sur le marché parce qu'elles seront les plus performantes, et donc on va avoir des problèmes de position dominante. On l'a vu également avec la fusion de Waymo et de Lyft. On a des problèmes de concentration, de joint venture, etc., etc. Donc le droit de la concurrence est très largement concerné. On va avoir aussi des problèmes de droit administratif, avec les questions d'autorisation, de mise sur le marché. Il va y avoir des contestations si l'autorité administrative refuse la mise sur le marché. On va avoir des questions évidemment de cybersécurité, avec des problèmes qui sont évoqués de manière récurrente sur le hacking. Est-ce qu'une personne tierce peut hacker votre véhicule autonome ? A priori, c'est tout à fait possible, puisqu'on peut déjà hacker votre téléphone portable ou votre ordinateur. Pourquoi la voiture, on est dans les objets connectés, pourquoi la voiture autonome ne serait pas concernée ? On va avoir évidemment des questions de données personnelles. En réalité, quand on réfléchit au sujet des voitures autonomes, on peut multiplier les sujets juridiques, mais j'ai décidé de n'en retenir que quelques thèmes, que 4 thèmes en réalité, dans un plan totalement désordonné qui en réalité n'est pas un plan. Il me semble qu'il y a 4 points qui peuvent être soulevés: une question de marché, des questions de responsabilité dans un deuxième temps, des questions d'intelligence artificielle pour coller au sujet, et puis des questions d'éthique, comme je vous l'annonçais il y a quelques minutes. Alors sur la question du marché,
Quand on évoque le sujet des voitures autonomes, aujourd'hui, sous l'angle du droit, on pense immédiatement à la responsabilité civile, aux accidents, mais en réalité, l'actualité la plus immédiate, la plus brûlante, c'est des questions qui relèvent du droit économique, des questions qui relèvent du droit du marché. Il y a d'abord un aspect communicationnel et de préparation d'un nouveau marché qui est très important, que l'on peut voir. Si on parle autant des véhicules autonomes, c'est sans doute parce que le sujet nous passionne et nous fait penser à les thèmes de science-fiction, mais en réalité aussi parce qu'il y a une préparation de la part des grandes entreprises sur le marché, une préparation de nos esprits, il y a une véritable entreprise communicationnelle pour nous préparer au marché de demain. Le meilleur exemple, c'est une loi américaine qui est en train d'être discutée, qui va être discutée au Sénat ce printemps, qui est l'acronyme de la loi, c'est Self-Drive Act, donc Safety Ensuring Lives, Future Deployment and Research in Vehicle Evolution Act. C'est une loi issue du lobbying, très clairement, des grandes entreprises américaines, qui a été adoptée d'abord dans les premiers temps de cette loi par des commissions bipartisanes aux États-Unis, et dont le rôle est très clairement de préparer les esprits, de préparer le marché à l'arrivée du véhicule autonome et de faire finalement des États-Unis un leader mondial. La loi, si on lit les textes, si on lit le résumé des textes, prévoit, par exemple, si elle est adoptée, que les États américains ne pourront pas interdire dans leur territoire le recours aux self-driving vehicles. On a aussi des exemptions qui seront accordées par la loi aux entreprises, des exemptions relatives aux standards habituels de sécurité pour les entreprises qui produiront les premières des véhicules autonomes. Des exigences également en matière de cyberattaque, mais en tout cas un terreau, une loi extrêmement favorable pour encourager les entreprises américaines à se lancer sur ce secteur. Et l'idée est très claire, c'est de faire des États-Unis un des leaders sur le marché. On a, sur le plan plus juridique encore, au-delà de ces lois en préparation, on a également du contentieux. Du contentieux aujourd'hui sur la question du marché des véhicules autonomes. Il y a une guerre économique entre différents acteurs et entre les géants qui se positionnent sur le marché. On a une affaire qui vient d'être réglée par transaction Waymo contre Uber. C'était une histoire de vol de données, de vol de secrets commerciaux. Un ancien ingénieur de Waymo qui travaillait sur les véhicules autonomes est allé se faire débaucher chez Uber en partant avec un certain nombre de données extrêmement sensibles. Il y a eu des demandes de dommages-intérêts, des demandes de communication de pièces, etc. Et finalement, en février dernier, Waymo a obtenu un accord transactionnel avec Uber. 0,34% du capital. Waymo a obtenu cette portion du capital, ce qui représente plusieurs milliards de dollars. En échange donc de la fin de l'action. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que ce n'est pas une transaction habituelle, c'est qu'on a deux géants qui sont a priori concurrents sur le secteur qui en réalité commencent à avoir des liens incestueux, si j'ose dire, d'un point de vue du droit de la concurrence, c'est assez étonnant. Donc on voit qu'on prépare le terrain sur l'évolution du marché demain. Et d'une manière générale, lorsqu'on regarde un petit peu la jurisprudence américaine, on se rend compte que c'est un secteur qui, aux États-Unis en tout cas, devient extrêmement contentieux. On a toute une série d'affaires qui concernent le marché, la question des véhicules. On a une affaire Hewlett-Packard de 2015 qui est assez intéressante, où la question de la brevetabilité du concept même de véhicules autonomes est posée, et où le juge nous dit que quand c'est une idée trop abstraite, elle ne peut pas être brevetée. Mais enfin, l'affaire est intéressante sur ce point-là. Puis, on a une affaire peut-être encore plus intéressante, Delphi Automotive. C'est un vol de données, et le juge va, à l'encontre de l'ingénieur qui est parti avec les données commerciales concernant les véhicules autonomes, prononcer une injonction de non-concurrence. Et ce qui est intéressant, je vais traduire les passages de la décision. Le juge enjoint celui qui est parti, l'ingénieur qui est parti avec les données commerciales, de ne pas faire concurrence, et on a une sorte de définition du marché des véhicules autonomes. Le domaine de la technologie des véhicules autonomes comprend, nous dit le juge, les technologies suivantes appliquées au développement des véhicules autonomes: les radars, les RACAM, les Mobilize, les systèmes de vision, les LIDAR, c'est des capteurs, les systèmes de localisation, les algorithmes de logiciels intelligents, les suites de systèmes avancés, d'aide à la conduite, etc., etc. Donc finalement, vous avez une définition par le juge de ce qu'est le marché du point de vue de la concurrence déloyale
du marché des véhicules autonomes, et on se rend compte par cette énumération qu'on est vraiment dans le domaine du numérique. On n'est pas du tout dans une industrie qui concerne l'industrie habituelle automobile, on est dans des questions de capteurs, de radars, d'algorithmes, etc., etc. Donc la jurisprudence, petit à petit, nous précise le contour de ce marché qui est en pleine expansion, en plein mouvement. Le deuxième thème que je voudrais évoquer avec vous, c'est le thème de la responsabilité. Évidemment, on y songe chaque fois qu'on évoque la question des véhicules autonomes. Autant le dire tout de suite, il me semble que du point de vue juridique, ce n'est pas le thème qui pose le plus de difficultés. Sur la question donc, des accidents impliquant un véhicule autonome, on a une multiplicité de questions, mais que le droit va résoudre de manière, me semble-t-il, assez simple dans le futur, parce que le droit est plastique et a de formidables capacités d'adaptation sur ces problématiques. Alors il y a évidemment des questions un petit peu délicates. Que se passe-t-il lorsque l'accident est causé par un défaut de l'intelligence artificielle, par un bug du logiciel? Il faudra se poser la question de savoir quel type de responsabilité peut entrer en jeu, mais on a également d'autres accidents auxquels il faut penser, sur le rôle du conducteur, si on est dans une voiture qui n'est pas totalement autonome, si on est dans un système où le conducteur peut être amené à reprendre les commandes, s'il reprend les commandes ou s'il ne les reprend pas, est-ce que finalement sa responsabilité peut être engagée? Se pose également la question, Tesla le fait aujourd'hui avec ses modèles de véhicules autonomes, de la validité des mises en garde contractuelles finalement qui apparaissent dans les voitures. Vous devez avoir les mains sur le volant. Si vous n'avez pas les mains sur le volant, nous déclinons toute responsabilité. Est-ce qu'on peut véritablement dégager sa responsabilité si on n'a pas mis les mains sur le volant et alors qu'on est victime d'un dommage corporel? Il va y avoir également à se poser la question des accidents qui sont causés par un élément extérieur. Les voitures autonomes vont fonctionner à partir des ondes. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un pylône électrique qui perturbe la circulation des ondes et qui cause un accident? Qu'est-ce qui se passe en cas de hacking, etc., etc. Donc on a une multiplicité de questions. Et surtout, la question qui se pose, c'est quel régime de responsabilité on va adopter. Et on se rend compte on assiste au même tâtonnement si on fait une approche un petit peu comparative des choses en France et aux États-Unis. En France, on se pose la question de savoir, évidemment, est-ce que la loi de 1985, la loi Badinter, est applicable? Vous avez la plupart des auteurs qui sont assez favorables à cette application, qui nous disent que même si la loi n'a pas été pensée pour les véhicules autonomes, on a affaire à un véhicule terrestre à moteur, que les critères d'application de la loi sont remplis et que l'on pourrait appliquer la loi sans aucune difficulté. Les seules questions qui se posent en réalité, c'est la question de savoir qui est le responsable, sachant que la loi renvoie finalement au conducteur ou au gardien, et que si on est dans le cadre d'un véhicule autonome, totalement autonome, évidemment on ne va pas avoir de conducteur. Ou en tout cas, le conducteur, c'est celui qui a la maîtrise du véhicule. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que celui qui doit simplement avoir les mains sur le volant en cas de sécurité peut être considéré comme un conducteur alors que c'est l'intelligence artificielle qui conduit? Il faudra régler ces questions-là, mais à mon avis, rien n'est insurmontable. Et puis si on est dans le cadre d'un véhicule véritablement totalement autonome, eh bien, la question de savoir qui sera le gardien est en principe celui qui a l'usage, la direction, contrôle de la chose, sachant que la jurisprudence, en cas de difficulté, a tendance à présumer que le gardien peut être le propriétaire de la chose. Donc finalement, les régimes de responsabilité de la loi de 85 est sans doute pas trop difficilement applicable à la situation. On se pose également la question de l'application en cas notamment de défaut du logiciel. Zoé Jacquemin l'évoquait hier, la question est-ce que le logiciel peut être considéré comme un produit numérique défectueux? Vous avez un certain nombre d'auteurs qui doutent que la responsabilité du fait des produits défectueux soit véritablement adaptée à la question d'un bug d'une intelligence artificielle ou d'un algorithme. Mais d'une manière générale, je l'évoquais il y a quelques secondes, la plasticité du droit de la responsabilité civile devrait permettre d'apporter assez aisément des réponses à ces questions. Aux États-Unis, on se rend compte qu'on a les mêmes réflexions. On se pose la question alors, il y a un certain nombre de contentieux qui ont eu lieu. Je n'ai pas trouvé trace, par exemple, de l'affaire Tesla dans la jurisprudence, sans doute parce que l'affaire a été réglée par transaction. Donc on en est encore au stade de la réflexion par analogie. Quel régime de responsabilité faut-il appliquer aux États-Unis?
Alors la question de la responsabilité du fait des produits est évoquée comme en France. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on raisonne par analogie avec des jurisprudences plus anciennes. On nous dit que finalement, vous avez certains auteurs qui considèrent que les véhicules autonomes, c'est un peu comme des ascenseurs, et donc il faudra appliquer les séquences jurisprudentielles un petit peu anciennes qui concernent les accidents d'ascenseur. Vous avez des auteurs qui vous disent que finalement, les véhicules autonomes, c'est un peu comme les avions. Et une analogie peut-être plus intéressante, qui renvoie à l'intelligence artificielle, vous avez un certain nombre d'auteurs qui vous disent que finalement, en réalité, plutôt que de se référer à l'analogie, aux analogies concernant les ascenseurs ou les voitures, mais il faudrait penser aux vieilles jurisprudences concernant les accidents impliquant des chevaux. C'est finalement pas si idiot que ça, parce que l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle s'éloigne de l'intelligence animale? Vous avez des auteurs qui citent des vieilles jurisprudences sur la question et qui vous expliquent que c'est parfaitement transposable à l'affaire Tesla en Floride. Donc on a finalement les mêmes réflexions, mais a priori pas de grosses difficultés. Simplement, il faudra choisir le régime plus adaptable. Se pose également la question de savoir s'il ne faudrait pas adopter un régime de responsabilité ad hoc. Et pourquoi pas également aussi reviennent des questions de savoir s'il ne faudrait pas adopter la personnalité juridique pour les intelligences artificielles. Je suis assez d'accord avec la plupart des auteurs qui considèrent que ça n'a pas trop de sens dès lors que l'intelligence artificielle, il faudrait déjà qu'elle ait un patrimoine, etc. Donc, à mon avis, c'est un non-sens. Alors, sur l'intelligence artificielle, très rapidement, puisque Vincent me fait signe qu'il me reste 2 minutes, j'en prendrai 3. Des questions, ce qui est intéressant avec la question de l'intelligence artificielle ici, c'est que la voiture autonome va véritablement mettre au défi l'intelligence artificielle. C'est là qu'on va voir si ça fonctionne et si le marché réagit bien, parce que l'intelligence artificielle de la voiture autonome va devoir respecter la loi. Et c'est là que c'est intéressant, parce que la loi, elle n'est pas forcément tout le temps facile à comprendre. Alors on a des cas qui ne sont pas problématiques. Quand on vous dit qu'il ne faut pas circuler en sens interdit, une intelligence artificielle est capable de l'intégrer assez facilement. Lorsqu'on vous dit qu'il faut marquer un temps d'arrêt devant le feu rouge, l'intelligence artificielle peut le comprendre parfaitement aisément. En revanche, si on prend l'exemple du code de la route français, et c'est là que l'intelligence artificielle va vraiment être testée, c'est lorsque vous avez le code de la route qui vous dit qu'on doit marquer l'arrêt devant un feu de signalisation jaune fixe, sauf dans le cas où, lors de l'allumage du dit feu, le conducteur ne peut plus arrêter son véhicule dans des conditions de sécurité suffisantes. Qu'est-ce que c'est que des conditions de sécurité suffisantes pour une intelligence artificielle? C'est là que ça va être un petit peu plus compliqué. Face à un stop, il convient de marquer un temps d'arrêt, de céder le passage et de s'y engager après s'être assuré qu'on ne peut le faire sans danger. Ce sont des questions assez complexes pour une intelligence artificielle qui ne me semblent pas totalement insurmontables non plus. Les intelligences artificielles vraiment perfectionnées pourront intégrer ces éléments-là, mais sans doute pas à terme. Donc on voit que la question du droit est une question qui doit être intégrée par l'intelligence artificielle, qui ne devra pas simplement se contenter de conduire le passager à bon port. L'éthique, très rapidement. Ce qui est intéressant avec la question de l'intelligence artificielle, c'est qu'il y a des vieilles questions qui sont assez peu étudiées par les étudiants en droit en France, mais qui sont les étudiants en common law commencent aux États-Unis par ça en première année ou en droit pénal. C'est la question du choix moral, et qui est retransposée avec le choix moral de l'intelligence artificielle, avec des questions classiques qui ressurgissent sur la question du modèle utilitariste ou du modèle déontologiste ou moraliste. La question qui est posée, qui est évoqué par une étude du Massachusetts Institute of Technology, c'est que doit faire l'intelligence artificielle confrontée à un accident lorsque l'intelligence artificielle du véhicule autonome va être confrontée à une situation où il faut sauver soit les habitants de la voiture, soit les personnes qui sont en train de traverser sur la route. C'est le schéma ici qui est transposé. Que va devoir prévoir le programmateur de l'intelligence artificielle entre sacrifier 5 personnes pour éviter les 2 personnages qui sont sur le passage clouté? J'emprunte le schéma à mon collègue Hervé Croze qui a publié un article sur cette question au JCP. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme modèle de pensée? Est-ce qu'il faut avoir un modèle déontologiste? Est-ce qu'il faut avoir un modèle utilitariste, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, le programmateur, en adoptant ce modèle utilitariste, va faire un choix en fonction du nombre de vies à sauver, entre sacrifier 3 personnes, même s'il y a une petite fille et un chien,
et 5 personnes, qu'est-ce que l'on va choisir? En réalité, ce qui est très intéressant avec la question des véhicules autonomes, c'est qu'on a ces questions qui ressurgissent et des questions qui vont devoir être intégrées dans le programme. Et il faudra aussi se poser la question de savoir est-ce qu'on peut engager la responsabilité du programmeur en fonction du choix éthique qu'il a pu faire, ou du constructeur, évidemment, plus précisément. Donc, sur ces questions d'intelligence artificielle, on a, et je conclurai là-dessus, on a des auteurs qui soulignent le fait qu'en réalité, le marché, la stratégie commerciale va en fait nous donner une réponse. Et paradoxalement, on devrait plutôt abandonner le modèle utilitariste. Vous avez des auteurs qui vous disent qui va acheter, qui va être prêt à acheter des voitures, qui peut potentiellement, en fonction des circonstances, sacrifier votre vie de conducteur. Donc en réalité, si c'est ça le modèle, personne n'achètera des voitures autonomes avec ce type d'intelligence artificielle. Donc on demandera, les constructeurs vont sans doute choisir des modèles d'éthique qui sacrifient plutôt les piétons que les habitants du véhicule. Donc finalement, de manière assez paradoxale, et c'est sur cette pirouette que je terminerai, c'est le marché qui nous pousserait sans doute à adopter un système non pas utilitariste, mais un système plutôt déontologiste, plus proche de la vision kantienne européenne. Je vous remercie pour votre attention.